Grand 2, constantes caractéristiques de formation et dissociation des complexes. Cette partie grand 2, c'est celle qui contient toutes les définitions fondamentales de ce chapitre qui sont à bien retenir. Petit 1, constante globale. Considérons un complexe noté MLN, donc avec un métal et N ligands. La première définition que l'on va voir, c'est la définition de la constante de dissociation globale du complexe MLN, qui est noté KD, et qui est définie comme la constante d'équilibre de la réaction suivante, MLN donne M plus NL. Autrement dit, on part du complexe et on obtient le métal séparé de ses ligands, d'où le nom dissociation globale. D'après la relation de Gülbert et Wagh, à l'équilibre, on pourra donc écrire que KD sera égal à la concentration en métal fois la concentration en ligand puissance N divisé par la concentration en complexe. On trouvera souvent dans les tables PKD qui vaut moins log de KD. KD en tant que constante d'équilibre dépend bien sûr du complexe considéré et de la température. À noter que un complexe est d'autant plus stable qu'il est peu dissocié, donc finalement que KD est petite, et donc que PKD est grande. Pour vous entraîner, donnez l'expression de la constante de dissociation globale du complexe CuNH3 3 fois 2+, à l'équilibre. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Il s'agit d'écrire la réaction de dissociation globale, donc où on part du complexe pour obtenir Cu2+, et 3NH3, et ensuite d'écrire la relation de Gülbert et Wagh à l'équilibre. Ici, on aura KD qui sera égal à la concentration en Cu2+, fois la concentration en NH3 puissance 3, divisé par la concentration en complexe. La deuxième définition que l'on va voir, c'est la définition de la constante de formation globale d'un complexe MLN, qu'on note βN, et qui est définie comme la constante d'équilibre de la réaction suivante, M plus NL donne MLN. On voit ici que c'est exactement l'inverse de la dissociation globale, puisqu'on part du métal et des ligands séparés pour obtenir à la fin le complexe. D'après la relation de Gülbert et Wagh, à l'équilibre, on pourra écrire donc que βN, ce sera la concentration en MLN sur la concentration en M fois la concentration en L puissance N, et comme c'est l'inverse de la réaction de dissociation, ce sera 1 sur KD. On trouvera des fois dans les tables log de βN, qui vaut donc moins log de KD, équivaut PKD. Petit 2, constantes successives. Lorsqu'on étudie l'équilibre de dissociation globale MLN donne M plus NL, il y a N ligands qui sont cédés par le complexe MLN. En fait, cette réaction est une suite d'équilibres successifs dans lesquels un seul ligand L est cédé à chaque fois. À partir de MLN, on peut passer à MLN-1 plus L, puis à partir de MLN-1 à MLN-2 plus L, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à ML qui donne M plus L. Chacun de ces équilibres s'appelle des équilibres de dissociation successifs. On arrive donc à une troisième définition. La constante de dissociation successive d'un complexe MLI, qu'on va noter KDI, est définie comme la constante d'équilibre de la réaction MLI donne MLI-1 plus L. Ici, contrairement à la constante de dissociation globale qu'on avait vue au début, on a dissocié un seul des ligands et non pas tous les ligands. D'après la relation de Gülbert et Wagh à l'équilibre, on pourra donc écrire que KDI, ce sera la concentration en MLI-1 fois la concentration en L sur la concentration en MLI. On trouvera souvent dans les tables PKDI, qui est défini comme moins log de KDI. À titre d'exemple, les constantes de dissociation successives de complexes aminocuivre 2 serait par exemple pour KD3, la constante de la réaction, qui permet de passer de CuNH3 3 fois de plus à CuNH3 2 fois de plus NH3. KD2 passerait de CuNH3 2 à CuNH3 et KD1 de CuNH3 à Cu plus NH3 séparément. De façon symétrique, on arrive à la quatrième définition. On appelle constante de formation successive d'un complexe MLI, qu'on note KFI,
la constante d'équilibre de la réaction qui, à partir de MLI-1 plus L, crée MLI. C'est donc la réaction inverse de la dissociation successive qu'on vient de voir. Pour vous entraîner, donnez l'expression de la constante de formation successive du complexe CuNH3 3 fois 2+, à l'équilibre. Faites-le en mettant pause sur la vidéo, je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. Puisque c'est une formation successive, ça veut dire qu'on forme CuNH3 3 fois 2+, à partir de CuNH3 2 fois 2+, et du ligand NH3. En appliquant la relation de Gülbert et Waage, on obtient que Kf3 sera égal à la concentration en CuNH3 3 fois 2+, sur la concentration en CuNH3 2 fois 2+, fois la concentration en NH3. Grand 2 petit 3, lien entre constantes globales et successives. On vient de voir les 4 définitions fondamentales de ce chapitre, qui sont les constantes Kd, βn, Kdi et Kfi. Ces définitions, il faut absolument bien les connaître, puisque le jour du concours, on va vous donner des tables thermodynamiques dans lesquelles il y aura des valeurs pour ces constantes, mais on ne vous rappellera pas leur définition. De plus, en pratique, ces constantes sont liées entre elles, donc l'énoncé ne vous les donnera pas toutes. Par exemple, l'énoncé peut uniquement décider de vous donner des valeurs de constantes de formation globale, et à partir de ça, vous devez redéduire les constantes de dissociation, les constantes de dissociation successives et les constantes de formation successives. Normalement, vous savez déjà faire ça, puisqu'en fait, pour relier des constantes entre elles, il suffit d'expliquer qu'une réaction est simplement une combinaison linéaire d'autres réactions. Faisons un exemple ici pour que vous pratiquiez. On donne les constantes de dissociation successives pour les complexes de l'ion cuivre 2 avec le ligand amine. On donne pKd1 égale 4,8, pKd2 égale 3,5 et pKd3 égale 2,9. Quelle est la valeur de la constante de dissociation globale du complexe CuNH3 3 fois 2+, et quelle est la valeur de sa constante de formation globale β3? On voit que pour répondre à cette question, il faut non seulement bien connaître les définitions, mais en plus être capable d'exprimer la réaction de dissociation globale comme une combinaison linéaire de chacune des réactions de dissociation successives, et faire de même pour la réaction de formation globale. Je vous laisse le faire en mettant pause sur la vidéo, et je donne le corrigé dans quelques instants. Voici la correction. Il s'agit d'écrire la réaction de dissociation globale, qui est donc la réaction qui permet de passer de CuNH3 3 fois 2+, à Cu2+, plus 3NH3, et qui est de constante Kd. Et d'écrire également toutes les réactions de dissociation successives qui correspondent aux constantes Kd3, Kd2 et Kd1. Je numérote ces 4 réactions 1, 2, 3 et 4. On voit que la réaction 1 est en fait une somme des réactions 2, 3 et 4. Ce qui va nous permettre de dire que la constante Kd, qui est la constante de la réaction 1, ce sera Kd3 fois Kd2 fois Kd1. De plus, pour trouver β3, eh bien on sait que β3, c'est 1 sur Kd. Autrement dit, ce sera 1 sur Kd3 fois Kd2 fois Kd1. Voilà dans un exemple comment on a réussi à trouver des constantes de formation et de dissociation globale à partir de constantes de dissociation successives. De façon générale, on peut démontrer un certain nombre de formules qui permettent de relier des constantes globales aux constantes successives. Par exemple, la constante de formation globale d'un complexe, bêta n, ce sera le produit de i égale 1 à n des constantes de formation successives kfi pour ce complexe. Ce qui est un résultat relativement intuitif, puisque finalement la formation globale, c'est la somme de toutes les formations successives jusqu'à ce qu'on arrive au complexe MLN. Les formules qui sont écrites ici, l'objectif c'est pas de les connaître par cœur, simplement je les ai données parce que je pense que vous allez vous rendre compte à force de faire des exercices que ce sont toujours les mêmes formules qui reviennent lorsqu'on essaye d'exprimer une constante à partir d'autres constantes. Mais je pense qu'à chaque exercice, il faut refaire rapidement la démonstration qui consiste à combiner des réactions pour trouver la constante de la réaction que l'on cherche à partir de la constante des réactions qui sont données dans l'énoncé. Petit 4, couple donneur-accepteur. Dans la réaction MLI donne MLI-1 plus L, MLI a le rôle de donneur de ligand. Et MLI-1 a le rôle d'accepteur de ligand, puisqu'en acceptant un ligand L, il peut reformer MLI.
Autrement dit, MLI et MLI-1 forment un couple donneur-accepteur de ligand qui peut être noté MLI/MLI-1. Ici, on voit un parallèle avec les couples donneur-accepteur de protons qu'on avait vu dans le chapitre sur les équilibres acido-basiques. Le donneur de protons, c'était l'acide, l'accepteur de protons, c'était la base. La constante d'équilibre qui caractérisait la réactivité d'un couple donneur-accepteur de protons, c'était la constante d'acidité, Ka, qui correspondait à la dissociation de l'acide qui donnait la base plus H+. Ici, de la même manière, la réactivité de ce couple MLI-MLI-1 va être caractérisée par la constante pKDI ou KDI, qui va donc être la constante de dissociation successive, donc la constante de la réaction. MLI donne MLI-1 plus L. On va d'ailleurs utiliser dans ce chapitre beaucoup de raisonnements et de méthodes similaires au chapitre sur les couples acide-base. En particulier, on va pouvoir caractériser la réactivité des couples donneur-accepteur de ligands en faisant un axe de pKDI qui va être utilisé un peu de la même manière que l'axe de pKa qu'on utilisait pour les couples acide-base. On met à gauche les accepteurs de ligands, puisque d'habitude on met les bases à gauche, les accepteurs de protons dans les couples acide-base. Ici, ce sera donc les cations métalliques qui sont les accepteurs de ligands, et à droite, les donneurs de ligands, qui sont donc les complexes. À noter qu'on ajoute un couple supplémentaire, qui est le couple avec le ligand d'un côté et rien de l'autre, qui a en quelque sorte un pKd de 0, et qui correspond dans les réactions acide-base au couple H3O+, H2O. Cet axe va avoir les mêmes propriétés que l'axe de pKa que l'on utilisait pour les acides et les bases. Autrement dit, les meilleurs accepteurs seront ceux qui ont le pKd le plus élevé, et les meilleurs donneurs seront ceux qui auront le pKd le plus bas, avec le meilleur donneur qui est finalement le ligand tout seul. On peut aussi utiliser la règle du gamma pour prévoir si une réaction est favorisée thermodynamiquement ou non. Si un accepteur a un pKd supérieur à un donneur et qu'on peut faire un gamma lors de la réaction, alors on peut prévoir que la constante sera grande. Ainsi, la plupart du temps, au début d'un exercice, on commencera par faire l'axe de pKd et par indiquer les espèces présentes pour pouvoir avoir une bonne lisibilité sur les réactions qui vont se passer. De la même façon que pour les équilibres acide-base, on peut aussi utiliser un axe horizontal dans lequel on mettra les domaines de prédominance des différentes espèces. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante.